Et nos deux invités pour le petit-déj de l'actu, c'est David Kayla, économiste, maître de conférence à l'université d'Angers et membre du collectif des économistes atterrés. Bonjour David Kayla. Bonjour. Ah, vous êtes plusieurs à me répondre. Ah, je ne sais pas, il y a peut-être un peu d'écho. Ah, il y a un peu d'écho. Oui, voilà. Peut-être qu'il faut, je sais pas, baisser votre haut-parleur. On va voir si c'est Richard, notre réalisateur, qui va gérer là-dessus pour vous entendre le Richard. mieux possible. Notre autre invité, il est politologue, sondeur, fondateur de l'Institut Pollux Vox. C'est Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je ne sais pas si vous nous avez écouté quelques instants avant, mais voilà, 94% de nos auditeurs qui votent sur nos réseaux Twitter et Facebook ne croient pas du tout en un changement de cap du président Macron. Forcément, c'est une question qu'on va vous poser à l'un et à l'autre. Je commence par vous, Jérôme Sainte-Marie. Changement de cap pour vous? Non, c'est pas possible? En tout cas, vos auditeurs ont le même point de vue que la plupart des Français. Les sondages qui ont été faits après la nomination de M. Jean Castex montrent que les Français ne s'attendent pas à un changement de cap. De ce point de vue-là, ils ont fait un peu leur deuil des annonces, du ton plus précisément, assez original de l'adresse présidentielle du 13 avril dernier. Adresse présidentielle qui avait été suivie à l'époque par 36 ou 37 millions de téléspectateurs. C'est un record historique. Et à l'époque, on parlait des jours heureux, on évoquait le fait que le mérite social était mal récompensé dans le pays, ce genre de choses. C'était une espèce de New Deal qui était annoncé. Le jour d'après ne ressemblerait pas au jour d'avant. Tout ça, bon... Je n'y croyais pas trop, mais je ne sais pas si beaucoup de Français avaient envie d'y croire, et il apparaît que ça ne sera pas le cas de ce point de vue-là. Ce que va dire le président de la République aujourd'hui a été un peu annoncé par son interview dans la presse quotidienne régionale il y a quelques jours. On suivra de près d'ailleurs ces annonces sur la relance de l'économie, mais vous, Jérôme Sainte-Marie, vous dites que de toute façon, il va forcément poursuivre ses réformes libérales, parce que de toute façon, il n'a pas le choix, il ne peut pas décevoir le bloc élitaire, comme vous l'appelez, parce que vous avez écrit un livre qui s'appelait Bloc contre Bloc, le bloc élitaire dont il a besoin pour sa réélection. Donc là, ce second mandat pour vous, cette fin de mandat, c'est strictement électoral pour vous, préélectoral? Non, enfin, ça correspond très certainement aux convictions de M. Macron et de ceux qui l'entourent, de ceux qui le soutiennent, qui l'ont soutenu depuis 2016. C'est ce que j'appelais le bloc élitaire. On le retrouve dans les sondages depuis 3 ou 4 ans. On le retrouve encore actuellement, c'est-à-dire essentiellement les cadres du privé, mais aussi du public pour l'essentiel, et puis une bonne partie de retraités qui sont regroupés autour de ce que j'appelle l'élite réelle, c'est-à-dire effectivement les grands intérêts du capitalisme contemporain alliés à la haute administration. Tout cela, c'est un bloc cohérent, ça fait à peu près un tiers des Français, avec des alliés divers. Et ce bloc-là, il est uni par une seule chose, c'est la réforme. C'est des gens qui viennent de gauche et de droite, on le voit d'ailleurs dans les équipes gouvernementales. Ils ne forment pas une politique de gauche ou une politique de droite, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. C'est une politique toute libérale, c'est-à-dire acquise au libéralisme culturel, au libéralisme économique et bien sûr à la construction européenne d'un côté, et à son complément nécessaire, la décentralisation. Ouais, alors, David Kayla, en tant qu'économiste atterré, mais pas seulement, votre regard, vous, sur cette relance de l'économie version Macron, bon, même si pour l'instant on attend bien sûr ces annonces, on sera dans une logique de bloc élitaire, vous le pensez aussi ? Bon, je n'ai pas forcément une analyse politique bloc contre bloc. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la direction économique qui a été prise par ce quinquennat et qui pourrait éventuellement changer. Mais moi, je suis comme vos auditeurs et comme Jérôme Sainte-Marie, je ne vois pas de changement. Alors là, je m'appuie là-dessus sur ce qu'il a déjà fait. Déjà, il a annoncé qu'il ne suivrait pas les propositions de la Convention, notamment la proposition sur la taxation du capital. De la même façon, il a mis en place un ministre de l'attractivité, Franck Riester, et en fait tout ça témoigne de la continuité de sa politique, puisqu'au départ, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier geste qu'il a fait, c'est la suppression de l'ISS et la baisse du taxe sur le capital, parce que en fait, ce que Macron veut faire, c'est jouer le jeu de la mondialisation, c'est-à-dire attirer les investisseurs en France contre nos partenaires européens et étrangers, et donc en menant une politique d'attractivité fiscale et sociale, donc d'où les réformes du marché du travail, etc. Et là, pareil, la réforme des retraites n'est pas remise en cause, la réforme du chômage n'est pas remise en cause, donc pour moi, on a vraiment
et je suis d'accord aussi avec Jérôme Sainte-Marie, c'est aussi de la conviction, c'est-à-dire qu'il ne sait pas faire de politique autrement, il est le produit de l'énarchie, de la finance, et pour lui, une bonne politique économique, c'est une politique qui vise à attirer les fortunes, à attirer le capital, et non pas forcément à concevoir notamment une politique industrielle ou une véritable politique de relance. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur la relance, justement. Oui, alors justement, on l'attend un petit peu sur des annonces d'aide ou pas, relocaliser des industries ou même à la rénovation des bâtiments. Mais beaucoup se demandent, mais avec quel argent, vous qui avez écrit L'économie du réel, avec quel argent réel? Voilà, quel argent. Alors, c'est pas l'argent magique. C'est un peu le souci. Alors, en fait, si, il y a un peu d'argent magique puisqu'il y a une politique, mais c'est pas dû à Emmanuel Macron, c'est la Banque centrale européenne qui en fait rachète énormément de titres publics sur les marchés financiers de manière à baisser les taux d'intérêt, ce qui fait qu'aujourd'hui la France elle emprunte à 0% quasiment, et donc ça veut dire que la dette peut augmenter, ça ne pèse pas sur les finances publiques. Ça aussi, il faut bien comprendre une chose. On dit la dette, il faut la rembourser, etc. Mais en fait, l'État ne rembourse jamais sa dette. Il la fait les rouler. Intérêts. C'est-à-dire, voilà, il ne paye en fait que les intérêts. C'est un peu comme un locataire qui ne devient jamais propriétaire de son logement, mais qui paye chaque mois un loyer. Et en fait, les intérêts, c'est donc le loyer de l'argent. Ils sont à 0 aujourd'hui. Donc vous pouvez avoir un petit logement, un moyen logement, un grand logement. Si vous avez un prix de 0 € au mètre carré, et ça, en fait, vous payez toujours 0. Et c'est plus ou moins ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France paye moins en charge de la dette qu'elle ne payait il y a 10 ans, par exemple, alors même que la dette a explosé. Donc, de l'argent pour l'investissement, il y en a. Le problème, c'est qu'on ne peut pas financer à partir comment dire, la dette. Pour l'instant, tant qu'elle est soutenue par la Banque Centrale Européenne, elle est finançable. Mais après, il faut aussi savoir ce qu'on fait de l'argent. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des véritables politiques de relance, c'est-à-dire même industrielles, c'est-à-dire, par exemple, pour procéder à réindustrialiser le pays, c'est-à-dire faire en sorte qu'on produise des masques sur place, des médicaments sur place, ça c'est pour la question sanitaire, et puis éventuellement qu'on rapatrie un certain nombre d'usines. Sauf que c'est pas du tout ce qui est mis en œuvre. On fait confiance au marché. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des primes. Donc l'État, il a un rôle assurantiel. Il vise à assurer les entreprises privées qu'elles puissent éviter la faillite. Là, les annonces que j'ai entendues ce matin qui pourraient être... On parle notamment, David Killa, juste pour rebondir là-dessus, de ce qui est sorti en tout cas dans la presse, baisse des impôts de production, ça veut dire quoi? Ça va dans ce que, justement, oui, dans le sens de ce que vous avancez? Alors, baisse d'impôts sur production, effectivement, ou subvention à l'emploi. Il y a aussi l'idée de subventionner. Mais tout ça, c'est l'État... c'est l'État financier, si je veux dire, si on peut dire. C'est pas l'État producteur, c'est pas l'État qui va mettre en œuvre une véritable politique stratégique. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est un peu bizarre d'annoncer là aussi, pas encore complètement, mais peut-être un commissariat au plan, le retour du plan, sans avoir les outils. C'est-à-dire, pas de nationalisation, pas de politique industrielle, pas de remise en cause aussi des traités commerciaux. Donc on continue de jouer le jeu de l'Union européenne et de la mondialisation. Que vous inspire, Jérôme Sainte-Marie? Vous êtes politologue, donc c'est intéressant d'avoir à la fois la dimension et la vision de l'économiste et du politologue de ce concept d'État financier. Oui, je crois qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont interprété les fortes dépenses de ces derniers mois, les aides aux entreprises, aux particuliers, etc., comme une espèce de changement de politique. Je ne crois pas effectivement que ce soit cela, dans la mesure où les réformes structurelles continuent et que le cadre général, je ne suis pas économiste, mais le cadre général, effectivement, est inchangé. David Kella le soulignait. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation des règles de la mondialisation, le maintien des traités internationaux et le maintien, c'est pour le moins, des engagements européens. À partir de là, une politique économique nationale devient très difficile et l'idée même de planification sans souveraineté me paraît être une forme d'oxymore, de contradiction interne. Il ne peut pas y avoir, il est hors de question de développer une souveraineté nationale. Et d'ailleurs, le président de la République... Il y a vraiment que Jean-Pierre Chevènement qui ne comprend pas ça aujourd'hui, parce que le président de la République fait quand même des efforts pédagogiques en soulignant le fait qu'il parle de souveraineté européenne, il parle d'indépendance européenne. Alors, de temps en temps, il concède le mot souveraineté nationale. Il est président de la République. C'est même dans la Constitution, vous voyez, c'est un peu le contrat de travail, si j'ose dire, du chef de l'État. Donc, de temps en temps, il veut bien parler de souveraineté nationale ou d'indépendance nationale, article 5 de la Constitution. Mais le fait est qu'en fait, il ne se conçoit, il ne se projette, lui et son entourage, lui et sa base sociale et politique, se projettent dans un schéma
post-national, en fait, dans un schéma européen. Jérôme Sainte-Marie et puis David Kayla, restez avec nous. On va poursuivre ce débat d'actu là dans quelques instants. Et puis bien sûr, vous, auditeurs, n'hésitez pas à nous joindre au 0826 300 300 si vous voulez intervenir dans ce débat et continuer à voter bien sûr sur nos réseaux Twitter et Facebook qui répondez à cette question. Si vous en avez envie d'ailleurs, attendez-vous un réel changement de cap du président Macron, sachant que tout à l'heure vous étiez 94% à dire non. Tout est relancé. Parce que ça baisse à 93%, Laurence. Oui. Incroyable. Ouais, non, mais pourquoi pas, ça va peut-être changer complètement tout à l'heure. En tout cas, bien sûr, vous continuez de voter et de commenter. 0826 300 300 pour être avec nous à l'antenne. On revient dans un instant pour la suite du débat. Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec nos deux invités, l'économiste David Kayla et le politologue Jérôme Sainte-Marie. On continue bien sûr à commenter cette allocution télévisée du président Macron tout à l'heure vers 13h et cette question qu'on vous pose sur nos réseaux. Pensez-vous qu'il y aura un changement de cap réel du président, même si pour l'instant vous êtes plus de 94% à dire non? Et on continue justement ce débat avec un auditeur qui nous appelle, Alain, qui est en direct avec nous. Bonjour Alain, Haute-Garonne. Bonjour, Sud Radio. Ah, en pleine forme. Alain, Oui. Sur la question, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier, en tout cas un changement de cap de la part d'Emmanuel Macron tout à l'heure à 13h pour son interview? Je ne pense pas qu'il y ait un grand changement de cap, mais il y aura peut-être des petites précisions. Il donnera davantage de pouvoir aux mairies, aux départements, aux régions. Là, peut-être. Il va parler de ça. Mais autrement, vraiment changer de cap, je ne crois pas. Et en tout cas, c'est quelque chose que vous attendez aussi vous-même sur cette décentralisation. Pour vous, ça serait une bonne chose? Oui, c'est pas une bonne chose, c'est une nécessité. C'est une nécessité, bah voilà, merci beaucoup Alain. Merci à vous, vous continuez de nous appeler 0826 300 300, on continue notre débat avec vous. Tout d'abord, Jérôme Sainte-Marie, on l'entendait à l'instant, notre auditeur qui nous parle de cette nécessité de décentralisation. Est-ce que ça peut être aussi un changement de cap? Parce qu'il annonce depuis quelque temps justement cette volonté de décentraliser davantage au niveau politique. Non, je ne crois pas que ce soit du tout un changement de cap. Au contraire, vous savez, les milieux pro-européens ont toujours été des milieux favorables à la décentralisation. Ça permet de réduire l'échelon national. D'autant plus, cette décentralisation, elle a déjà eu lieu. Enfin, on n'est quand même pas dans les années 80, si vous voulez. Les choses ont beaucoup avancé en termes de décentralisation. C'est un thème. Mais alors là, on l'a vu sur la crise du Covid. La question, elle s'est posée quand même. Qu'est-ce qui s'est posé exactement? La question était, comment dirais-je, tout le monde, au moment du Covid, tout le monde s'est retourné vers l'État et vers la nation, en France comme à l'étranger d'ailleurs, précisément. Ça a été le grand retour de la nation et le grand retour de l'État-nation à l'occasion du Covid, puisque la production se faisait à ce niveau-là, que la clôture des frontières se faisait au niveau national. Et puis, comment dirais-je, quand arrive l'heure de la tragédie, parce que là c'est une tragédie sanitaire, mais comme ça peut être au moment de la guerre, etc., il y a deux instances vers lesquelles on se retourne, et on l'a vu durant ces 3 mois, c'est la famille, bien entendu, les gens se sont regroupés, et puis c'est la nation. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça en Europe et ailleurs. Et on a vu ça partout, et on l'a vu également, si vous voulez, en France. On n'a pas vu exister réellement les échelons locaux, ce qui est normal d'ailleurs, parce que c'est pas là où ça se passe en réalité. Alors le thème de la décentralisation va être utilisé, c'est assez cohérent, mais à la fin des fins, vous en faites pas, quand il y aura des demandes sociales qui vont être exprimées, sécuritaires, etc., les Français se retourneront toujours vers l'État. Quel est l'intérêt alors de communiquer toujours plus sur ce nouveau chemin, sur le changement de cap, alors qu'on s'achemine plus ou moins vers la même chose? Jérôme Sainte-Marie. Parce que c'est absolument nécessaire, dans la mesure où, de toute façon, vous avez une politique qui est suivie, qui est impopulaire. C'est même assez paradoxal de voir que le Premier ministre, Édouard Philippe, était devenu populaire au cours des derniers mois de sa présence à Matignon, alors même que sa politique demeurait impopulaire. C'est une politique qui est très fortement soutenue par un tiers des Français, mais qui déplaît, ou qui est même parfois franchement rejetée par une majorité des Français. C'est pour ça d'ailleurs que nous vivons depuis 3 ans dans une ambiance conflictuelle, socialement conflictuelle, comme jamais le pays ne l'a connu depuis au moins les années 70. Enfin, moi personnellement, je n'avais jamais connu une période aussi clivée dans l'opinion et aussi conflictuelle. Avec des grèves qu'on n'avait jamais connues depuis des années. Ouais. De ce point de vue-là, il est tout à fait possible que nous retrouvions cette conflictualité sociale à la rentrée. Petit bémol, on va se rapprocher peu à peu de l'élection présidentielle. Ça peut être un débouché
électorale possible qui va faire que les gens vont patienter. Alors qu'au début, évidemment, au moment des Gilets jaunes, on était en début de mandat et les gens avaient bien compris que s'ils ne se prenaient pas en main eux-mêmes, ils n'avaient aucun pouvoir, aucune possibilité de blocage par rapport à une politique qu'ils réprouvent. Jérôme Sainte-Marie et puis David Kayla, je voudrais vous faire rebondir sur les derniers résultats de notre baromètre IFOP Fiducial pour Sud Radio et Paris Match, et notamment à cette question, selon vous, quelle formation politique incarne le mieux l'opposition au président de la République Emmanuel Macron? À 31%, c'est le Rassemblement national, suivi à 25% de la France insoumise. Très loin derrière, à 15%, Europe Écologie Les Verts, et à 10% le Parti socialiste. David Kayla, un commentaire, vous qui faites partie du collectif aussi des économistes atterrés. Là, on parle d'incarner le mieux l'opposition, hein, puisque voilà, ce second mandat, c'est forcément dans une optique préélectorale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus la droite, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a complètement fusionné avec LR, manifestement. Alors, les LR sont à 19%. Oui, quand même. C'est le Parti socialiste qui apparaît loin et qui vient d'être dépassé par les Verts. Non, c'est plutôt le socialiste qui est à 10%. Hein. Ouais, voilà, d'accord. Eh ben, non, mais moi, j'ai l'impression quand même que... Alors, bon, après, c'est un sondage, hein, mais j'ai l'impression que finalement, Emmanuel Macron, il mène la politique de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, on voit l'influence de Sarkozy sur ce gouvernement. Et tout ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est en fait en continuité. Alors, de Sarkozy, j'ai envie aussi de dire de Hollande. Donc, il est clair que les grands partis traditionnels, LR et Parti socialiste, sont forcément sont pas très crédibles pour incarner l'opposition. Alors, du coup, il reste ceux qui n'ont jamais été au pouvoir, la France insoumise et le Rassemblement national. Ouais. Bon, ça ne dit rien sur la crédibilité et sur leur potentialité à voter pour ces partis. C'est tout. Pour moi, c'est tout le problème. Mais bon, là, j'aurais laissé Jérôme Sainte-Marie parler. Mais le souci, c'est que dans le cadre actuel, et c'est vrai, le cadre européen et le cadre de la mondialisation, il est difficile de mener une politique qui soit autre que celle de l'attractivité qui, je rejoins là aussi Jérôme Sainte-Marie, apparaît comme à la fois inefficace et impopulaire. Inefficace parce qu'on voit bien que la désindustrialisation se poursuit, que l'appauvrissement globalement des classes moyennes se poursuit, que nos services publics ont beaucoup de mal. Alors on a beaucoup parlé de l'hôpital, mais moi je pourrais témoigner sur l'université, qui est dans un état catastrophique aujourd'hui. Voilà, donc évidemment les gens ne sont pas contents. Une réaction à notre sondage, Jérôme Sainte-Marie? Oui, ça me paraît assez logique. Ces résultats qui sont constatés d'ailleurs depuis plusieurs années, c'est que pour être considéré comme un opposant... Ah, on a perdu, je crois. Ouais. Je prends un exemple, par exemple, le 4 juillet 2017, lors du vote de confiance au gouvernement Édouard Philippe. On va bien voir d'ailleurs si ça a évolué lors du vote de confiance au prochain gouvernement, M. Castex. Donc le 4 juillet 2017, c'est extrêmement intéressant de voir que l'attitude des groupes socialistes d'une part et LR d'autre part avait été de s'abstenir massivement. Alors qu'inversement, le groupe LFI, puis les députés RN, eux, c'était, à l'époque ça devait être le FN, eux, c'était opposés franchement. Donc on avait deux oppositions radicales. C'est normal d'ailleurs que LR et que le Parti socialiste ne s'opposent pas franchement à une politique qui, comme l'a dit David Kayla, est un peu la concentration de la politique des deux mandats précédents. La concentration et l'exacerbation, en quelque sorte, de cette politique. De ce point de vue-là, et c'est peut-être une nuance avec M. Kayla, je ne crois pas que le gouvernement actuel soit un gouvernement sarkozyste ou de droite. D'ailleurs, c'est tout à fait amusant quand vous interrogez les gens de droite, ils seront persuadés que Macron est un type de gauche. Ah bah, de toute façon, on est toujours celui de gauche ou de droite de l'autre. Hein. Après, économiquement, on est sur les mêmes modèles. Justement, par rapport, on parlait de Sarkozy ou de Hollande, on a à chaque fois des présidents qui nous disent, en gros, sur le début du quinquennat, on fait des mesures d'austérité et on essaie de relancer l'économie. Et puis après, sur la fin du quinquennat, on est censé faire une politique de redistribution. Sauf qu'au final, on reste toujours sur la première partie. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas, sur les trois présidents. C'est plutôt le contraire pour Hollande, soit dit en passant. Enfin, je laisse David Kayla répondre sur cet aspect-là, mais pour Hollande, il a lancé le pacte de responsabilité, justement, au bout de 2 ans.
Oui, mais j'ai envie de dire aussi c'est le contraire pour Sarkozy, parce que les mesures de relance ont été, alors pour la raison de la crise de 2008-2009, mises en place sur la fin, c'est-à-dire, et puis, non, enfin 2008-2009 au début, et à la fin, il y a eu au contraire l'austérité sur Sarkozy qui est arrivée justement dans les dernières années. De la même façon, il avait redonné un peu de... ça a été très populaire aussi la mesure de travailler plus pour gagner plus avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça a été quelque chose de, voilà, c'était un truc qui a été mis en début de mandat par Sarkozy. Hollande, déjà, moi, mon sentiment, c'est qu'il a fait de l'austérité quasiment tout le temps. Il y a eu juste à la fin du mandat où il a un peu augmenté, dégelé légèrement les points d'indice des fonctionnaires. Mais pour moi, Hollande, ça a été de l'austérité quasiment tout le temps. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup David Kayla et Jérôme Sainte-Marie d'avoir participé à notre débat ce matin. Et puis bien sûr à suivre l'allocution télévisée du président Macron tout à l'heure vers 13h qui sera d'ailleurs transmise en direct sur Sud Radio.